regardez les trucs dans l'ensemble, aller piocher à droite, à gauche, tous ces petits trucs mis bout à bout, bah en fait, ça fait des sommes, ça fait des trucs avantageux. Et franchement, en termes de fiscalité sur les dispositifs là, d'épargne salariale, je crois qu'il y a pas mieux, hein. Ça, c'est important. Mais du coup, les gens qui mettent en place ces dispositifs communiquent beaucoup sur le truc. Oui, mais lors de votre retraite, peut-être que vous aurez un taux d'imposition plus bas, et donc vous ferez l'économie là-dessus. Ouais. Qu'aujourd'hui, le meilleur combo en termes financiers, c'est de réussir à avoir du salariat plus un side business à côté. Ça, on réunit vraiment le meilleur des deux mondes. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Quand on travaille en entreprise, on pense souvent que le point de départ d'une allocation d'actifs et une stratégie de placement, c'est le moment où on reçoit son salaire. On n'imagine pas qu'en se faisant, on laisse en fait de l'argent sur la table, que la matérialisation du temps, de l'énergie, des compétences que l'on met au service de son entreprise démarre avant le salaire. Les entreprises ont toutes des mécanismes de rétribution et partage de la valeur à leurs employés, mais ceux-ci sont assez mal compris en général, car mal présentés ou souvent avec de la documentation volumineuse. C'est sur ces mécanismes que je te propose de creuser avec toi aujourd'hui en compagnie de Vincent Hagenbourger, notre invité du jour. Vincent est directeur financier et juriste spécialisé en droit fiscal avec une quinzaine d'années d'expérience à son actif. Il est aussi créateur de contenu et vulgarisateur sur des sujets de RH au travers de 2 newsletters, un coup d'avance à sa propre newsletter et La Bonne Paye, membre du collectif Snowball sur les thématiques finance et sociales. Au cours de la conversation, on verra quelle est la différence entre intéressement et participation, quels sont les avantages d'un plan d'épargne salariale, dans quel cas opter pour un plan d'épargne retraite, individuel ou collectif, peut-on migrer d'un dispositif à un autre et y a-t-on intérêt? Pourquoi les régimes de prévoyance collective en entreprise sont toujours meilleurs que les régimes souscrits de façon individuelle par les entrepreneurs? Comment monétiser au mieux son temps de travail? Et est-ce vraiment intéressant fiscalement de placer son argent en amont plutôt que de le recevoir en salaire? Tu trouveras plein de bons tips dans cette interview pour maximiser tout le package et les à côté qui viennent avec ton statut de salarié ou d'entrepreneur. Et pour accompagner son propos, Vincent t'offre une infographie bien pratique sur la fiscalité des PERCO et des PER, PER et PERCO. Tu peux charger gratuitement sur la page de l'épisode sur investisseur-40.com/195. Avant de démarrer, un mot de remerciement pour toutes les personnes qui nous ont soutenus et qui nous continuent à soutenir avec des avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. On a atteint la barre des 700 avis sur Apple Podcasts et je suis très content. Et j'espère en tout cas qu'on arrivera à 1000 d'ici peu. Merci encore de ton soutien. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur le partage de valeur en entreprise avec Vincent. C'est parti. Salut Vincent, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco. D'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, ça fait longtemps que je voulais avoir cette conversation, pour tout te dire. Le contexte, c'était un peu que moi j'ai quitté le salariat, il y a 2 ans, et je me suis rendu compte en devenant entrepreneur de tout ce qu'on avait en tant que salarié et qu'on n'a plus ensuite. Et donc je voulais faire un petit point aussi pour les gens qui nous écoutent, qui sont qui travaillent encore, et l'idée de la discussion qu'on va avoir, ce serait vraiment de voir dans quelle mesure, quelles sont les choses qui nous accompagnent et qu'on peut-être on soupçonne pas et qui peuvent contribuer à notre bien-être, à notre sécurité financière, etc. Quand on est salarié en particulier. Et on va voir ça un peu en détail, mais peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens peut-être qui te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Moi, je m'appelle Vincent Hagenbourger. J'ai une quinzaine d'années d'expérience professionnelle maintenant, à la fois sur des sujets RH avec une petite composante juridique, sociale, qui est ma formation de base, et financière. Et ce que j'aime faire, c'est mêler ces visions, soit le droit social, la RH, la finance, pour justement avoir la capacité d'expliquer aux entreprises et aux salariés les avantages des différents dispositifs qui existent. Donc moi, actuellement, vraiment opérationnellement, je suis DAF RH à temps partagé dans différentes structures. Et je crée aussi pas mal de contenu sur les thématiques que je viens d'aborder sur LinkedIn à travers une newsletter, même 2 newsletters, Snowball et un coup d'avance. Voilà. Ah, c'est chouette. Et comme tu expliquais, t'as une dualité dans le background, j'ai l'impression, puisque tu viens plutôt du monde juridique, et ensuite maintenant t'es DAF, donc le juridique et le financier, c'est pas forcément très très mêlé. Comment ça s'est organisé pour toi jusqu'à là?
Ouais, c'est sûr que j'ai un profil plutôt atypique. Alors, vraiment initialement, moi je fais une faculté de droit, donc avec une spécialité en droit du travail. Donc vraiment, on va avoir les dispositifs, la réglementation sociale. Réglementation sociale, bah, ça nous amène à regarder toutes les thématiques RH, mais aussi toutes les thématiques de rémunération. Moi, j'avais déjà une appétence pour ça. J'avais beaucoup de droit fiscal aussi, donc parce que c'est deux choses qui vont pas forcément ensemble, mais quand on les connaît, ça aide. Et en fait, j'ai eu l'occasion, il y a 8 ans, vraiment, de me mettre sur un sujet financier en rejoignant une entreprise que j'ai accompagnée depuis sa création. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, énormément d'entreprises sont du secteur tertiaire et leur premier poste de dépense, bah, c'est la masse salariale. Et donc, savoir comment ça fonctionne ces sujets-là, d'un point de vue juridique, plus largement RH, et c'est bien, mais c'est un peu limitant parce qu'en fait, il faut derrière mettre des chiffres à travers tout ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit non mais moi je veux qu'on puisse valoriser ça au niveau des entreprises. Il faut que les RH sachent parler de chiffres. Et donc c'est naturellement que je me suis orienté vers cette thématique-là. Et j'adore les chiffres et donc voilà, j'ai beaucoup développé mes compétences là-dedans, en prenant aussi un petit peu les cours de compta, pour avoir une approche vraiment globale, à la fois financière et RH, des sujets juridiques et des sujets juridiques au sein des boîtes. Parce que c'est vrai que comme tu dis, enfin, on a l'impression que dans les entreprises, il y a quand même une dichotomie entre le côté social, tu vois, bien-être des salariés, etc., et le côté pragmatique de ouais, mais il faut ça puisse rentrer dans le budget des boîtes, il faut que ça puisse, tu vois, que ça soit vu comme un outil dramatiser ou retirer l'émotionnel ou en tout cas tu vois, distinguer le côté les valeurs avec le côté économiquement, faut que ça soit viable, quoi. Ouais, complètement. Ouais, mais t'as tout à fait raison. Mais en fait, la difficulté, c'est que généralement, alors ça change un petit peu, mais c'est vrai que les fonctions RH parlent pas beaucoup chiffres. Ils ont des politiques ambitieuses pour effectivement attirer, fidéliser, développer les compétences. Mais derrière, ils ont parfois du mal à expliquer combien ça va coûter. Et les financiers, en réalité, s'y intéressent pas trop, parce que c'est des thématiques paye, c'est des thématiques rémunération, donc on leur demande, à l'arrivée, combien ça va coûter. Et donc, des fois, ça se parle pas trop. Et donc, moi, j'essaye de remettre du lien entre les deux, et de se dire que derrière une politique hyper attractive sur le plan humain, on a un coût à mettre en face, mais ce coût aussi, on peut le voir aussi comme un investissement, parce que des gens qui sont bien dans leur job, c'est des gens qui restent, donc c'est moins aussi de coûts de recrutement. Si tu as une formation ambitieuse, ça te permet d'avoir des gens au top de leur performance aussi, elles jouent leur connaissance. Et donc tout ça, c'est un cercle vertueux. Il faut juste qu'on parle un langage commun, se dire que parler de l'humain, ça peut se faire aussi de manière objective, voilà. Et puis faut juste créer des KPI et savoir s'entendre sur un métrique commun. Et je trouve que l'argent, finalement, comme c'est ce qu'on retrouve dans le bilan, dans un compte de résultats, oui, c'est quelque chose dont on doit savoir parler. Alors je voulais peut-être qu'on démarre un petit peu sur les relations qui peuvent exister pour un salarié, un investisseur, une personne qui est salariée et qui travaille dans une entreprise, les relations qu'ils peuvent avoir entre l'entreprise et elle et les on va dire les bienfaits ou on va dire les outils qu'elles peuvent utiliser ou actionner, les outils financiers du coup qui sont à disposition ou qui sont pas forcément utilisés. Le premier truc qui vient à l'esprit dans une entreprise, c'est l'intéressement, la participation, les primes, etc. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un panorama justement de comment on les distingue et comment ça fonctionne de manière générale ces choses-là? Ouais, bien sûr. Alors, tout dépendra de la taille des entreprises, bien évidemment, mais globalement, on a les salariés ont deux possibilités pour être payés sous forme de variable. On va avoir un variable plutôt individuel où là, ce sera de la prime brute, donc c'est complément à leur bulletin de paie, sur leur bulletin de paie en fonction d'objectifs. Et il y a des dispositifs un peu plus collectifs qui sont liés à ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui des primes de partage de la valeur. Donc, classiquement, on retrouve la participation et l'intéressement, et plus récemment, on a mis en place ce qu'on appelle la prime de partage de la valeur. Alors, ces trois dispositifs, ils ont des régimes
à la fois communs et en même temps ils ont des distinctions. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Et ça va avoir aussi potentiellement des incidences pour les salariés. Donc, le régime fiscal et social de ces dispositifs, quel est-il? Donc, globalement, la participation, elle est obligatoire, elle, dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, quand une entreprise compte plus de 50 salariés depuis un certain temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle doit mettre en place un accord de participation. Et la participation, qu'est-ce que ça prévoit? C'est que si on réalise un certain niveau de bénéfice, eh bien, une partie doit être redistribuée aux salariés. Donc, il y a une enveloppe qui est dégagée, il y a une formule de calcul, et sur cette enveloppe, après, l'entreprise va choisir de répartir en se disant, c'est même somme pour tout le monde, soit c'est, on va donner un peu plus en fonction des salaires. On va dire que la clé de répartition de l'enveloppe se fera en fonction du niveau de salaire de chacun, ou alors en fonction du temps de présence. Voilà, il y a un petit peu les deux modalités clés. L'intéressement, la différence, c'est que c'est un mécanisme qui est totalement facultatif. C'est-à-dire que toute entreprise peut mettre en place de l'intéressement, mais personne n'est obligé d'en mettre en place non plus. L'intérêt là de ce dispositif, pour le coup, c'est de pouvoir façonner un petit peu comme on le souhaite, le calcul de la formule. Et donc de se dire, moi je suis intéressé par une augmentation de mon résultat d'exploitation, par une augmentation de mon CA. Et donc l'entreprise va pouvoir un petit peu se dire quels sont mes points de repère sur lesquels je veux intéresser les collaborateurs. Et donc si on cartonne, on va distribuer une grosse prime. Donc voilà, on met en place ce calcul. Et pareil, après, il y a une clé de répartition, il y a une enveloppe d'intéressement qui est dégagée, et on peut le répartir entre les salariés. Le dernier dispositif, la prime de partage de la valeur, là aussi c'est quelque chose de facultatif. Le but, c'est l'intéressement, la participation, c'est jugé comme étant un peu lourd à mettre en place, notamment pour les petites structures, les TPE, les petites PME. Donc on s'est dit, on veut faciliter le partage de la valeur. Donc les boîtes, si on fait une belle année, le chef d'entreprise, il peut très simplement dire, je prends une décision, je décide de distribuer des primes de X centaines d'euros ou milliers d'euros à mes collaborateurs, et donc voilà, je le fais de manière assez facile à la fin de l'année ou au milieu de l'année, enfin quand on veut, on peut même en distribuer maintenant deux fois, avoir deux primes différentes dans l'année. Ça voilà, c'est pour Panorama. Tu me dis s'il y a des compléments que tu veux que j'apporte. Et après, comment ça fonctionne en fait après sur l'intérêt, donc pour les boîtes. En fait, la participation, elle va coûter un peu à l'entreprise quand même, parce qu'elle a un forfait social à payer de 20% sur une prime brute qu'elle verse à son salarié. L'intéressement et les primes de partage de la valeur, c'est complètement exonéré pour l'entreprise à partir du moment où elle compte moins de 250 salariés. Donc tu vois, pour les entreprises, petites entreprises et même PME, parce que une centaine, 200 collaborateurs, on est quand même déjà une belle PME, ça coûte zéro à l'entreprise, en plus de la somme brute qui sera versée. Donc si tu verses 1000 euros de prime brute d'intéressement à ton salarié, ou de PPV, de prime de partage de la valeur, ça te coûte zéro en plus de charge. Donc ça, c'est vraiment le truc que je trouve assez attractif pour l'entreprise. Et côté salarié, alors là, je vais te faire le cas général, mais globalement, c'est aujourd'hui CSG CRDS, donc c'est 9,7%, j'arrondis à 10, donc 10% de contribution salariale. Et après, c'est pas imposable si tu places ces primes sur ce qu'on appelle de l'épargne salariale, donc PE ou PERCO, donc plan d'épargne entreprise ou plan d'épargne retraite collectif. D'accord, donc il y a non mais c'est intéressant. Oui, il y a cette incentive en fait qui est là pour faire que les gens investissent dans l'épargne pas la salariale. Salariale, ouais. Juste pour revenir justement juste avant du point de vue entreprise, la différence entre les trois, donc on comprend qu'il y en a une qui est obligatoire, les deux autres sont pas obligatoires. Est-ce que sur celles qui sont pas obligatoires, en fait, est-ce qu'il y a des considérations quand même fiscales, tu vois? Est-ce que ça réduit le résultat imposable du coup de payer de participation, ou ça a aucune incidence? Ouais, et d'ailleurs, je peux même dire que la participation, elle est obligatoire, mais on a un dispositif de participation qui est volontaire quand on est à moins de 50 salariés, donc on peut mettre aussi en place ce dispositif de manière volontaire.
Oui, c'est incitatif pour l'entreprise, puisque de toute façon, ce qu'elle va distribuer, ça constitue une charge, hein, donc ça va venir en déduction de son résultat. Donc ça a un intérêt aussi pour l'entreprise, dans le sens où, en fait, moi, ce que je vois comme réel intérêt pour l'entreprise, c'est de se dire, quand je reviens avec du salaire, si aujourd'hui, t'es imposé à hauteur de tranche marginale d'imposition de 30%, si je te verse 1000 euros en plus, là, dans ta poche, tu auras 500, peut-être 550 euros. Et à l'entreprise, ça va lui coûter pas 1000, ça va lui coûter 1400, 1450 euros, puisque elle va rajouter des charges en plus. Là, avec de l'intéressement, si je prends ce dispositif, ça lui coûte 1000, toi, ça te rapporte 900. Si tu places l'argent. Bon, après, peut-être un peu moins si tu décides de payer de l'impôt. Mais déjà, toujours plus, même si tu payes de l'impôt, c'est toujours plus que du salaire. Alors, ok, t'as pas de cotisation retraite dessus, donc t'as pas de droit à retraite dessus, pas de droit à chômage dessus, ok, il y a cette perte-là, mais c'est quand même largement compensé par les économies, notamment fiscales, que tu peux faire dessus. Donc voilà, l'avantage pour elle, c'est de se dire, pour un budget moins important, j'arrive à donner plus à mes collaborateurs. C'est beaucoup plus efficient cette façon de partager la valeur sur l'intéressement ou le partage de la valeur, quoi. Exactement. Ouais. Mais comme tu dis, il y a les considérations de taille aussi, c'est-à-dire qu'en dessous, au-dessus de 50, de toute façon, t'as pas le choix. Ça va être de la participation. Donc c'est bien pour les toutes petites entreprises ou pour celles qui sont en dessous des 250 salariés, tu dirais, de l'utiliser, ça. Ouais. Ouais, et la participation, bah, c'est un mécanisme un peu obligatoire, t'as une formule, donc t'es un peu contraint quand même par la formule, alors que pour l'intéressement, tu peux vraiment customiser le truc, et donc du coup vraiment, tu vois, après moi ce que je fais dans les boîtes, ce que je trouve intéressant, c'est partager un peu les indicateurs financiers de l'entreprise, mettre en place une culture financière, à se dire, bah, regardez, là on en est là, voilà ce que ça va avoir comme incidence sur votre intéressement. Ouais, il y a un côté motivation collective aussi. C'est le but, hein, c'est un dispositif de rémunération collective. Donc c'est vraiment de se dire, si on a été performant au niveau de la boîte collectivement, bah, tout le monde en profite, et c'est top. Mais oui, ça marche très bien dans les petites entreprises, et en plus pour les moins de 50 aujourd'hui, et les entreprises de moins de 50 salariés, la prime de partage de la valeur, elle bénéficie encore d'un dispositif hyper intéressant, puisqu'en fait, t'as pas de CSG CRDS pour le collaborateur, et t'as pas d'impôt non plus, même si tu le places pas. Ça, c'est encore le cas jusqu'en 2026, je crois. Ah ouais, ok, d'accord. Donc c'est plus cool, intéressant que la participation pour le salarié, quoi, clairement, quoi. Ah ouais, mais ça ne concerne que les entreprises de moins de 50, et ça ne peut concerner aussi, c'est un petit peu le truc, on réduit le scope, les gens qui gagnent des rémunérations annuelles de moins de 3 SMIC, 3 fois le SMIC. Donc, bon, ça concerne du monde quand même, hein, mais voilà. Et t'es plafonné, tu peux pas faire plus de 3000 euros de prime. Donc, là où sur l'intéressement, la participation, t'es large, parce que le plafond, c'est 75% du plafond annuel de sécurité sociale, donc je crois que c'est quelque chose comme 30 000 euros, donc avant d'atteindre le plafond, tu peux y aller. Et ouais, l'intéressement des trois, ça reste le meilleur, non, finalement, en fait. Moi, c'est le dispositif que je préfère, parce que il s'adresse quand même, enfin, pour l'entreprise, il coûte pas cher pour quand même une belle taille de boîte. Au-delà de 250, ça te coûte 20% de forfait social, bon, ok. Mais c'est toujours moins cher vu le salaire. Et surtout, bah, tu l'as à ta main et tu en fais vraiment, enfin, tu le modèles comme tu veux. Donc, c'est vraiment le point avantageux. Et j'ai tendance à dire que plus t'as des salariés qui gagnent de l'argent, plus normalement ils payent d'impôts, et donc plus ces dispositifs sont aussi attractifs parce que ça te permet justement d'échapper à la fiscalité. Si tu bloques, c'est ça. Ouais. Et là, pour les bloquer, donc il faut que tu investisses dans des programmes d'épargne salariale qui sont déjà en place dans l'entreprise. C'est ça, ça peut pas être. Oui, c'est ça. C'est l'entreprise qui doit avoir déjà créé ces programmes-là, quoi. Ouais, bah elle peut les mettre en place en même temps finalement que elle crée ses dispositifs. De toute façon, à partir du moment où tu es obligé de mettre de la participation en place, bah c'est bien d'avoir un dispositif derrière pour accueillir les primes que tu vas verser. Donc deux grands types de dispositifs aujourd'hui, un plan d'épargne salariale, au sens large on appelle ça des plans d'épargne salariale, mais donc le plan d'épargne entreprise, PE. Plan d'épargne d'entreprise, pour faire simple, tu vas bloquer l'argent pour au minimum 5 ans normalement dessus, et après tu peux le retirer.
Donc si tu bloques pendant ces 5 années, bah t'as pas de fiscalité. Donc les sommes que tu as versées dessus sont complètement exonérées d'impôts. Et le petit plus, c'est que y a pas mal de cas de déblocage anticipé. Donc, par exemple, tu fais un achat de résidence principale, tu quittes ton job, c'est un cas de rupture, donc tu peux, au moment où tu pars, dire je débloque ce que j'ai placé. T'en as pas mal, le mariage, le Pacs. Donc t'as pas mal d'occasions qui font que tu peux récupérer cet argent. En plus, si c'est passé de temps en temps, je crois que ça arrive 2 fois sur les 15 dernières années, le gouvernement se dit faut qu'on donne du pouvoir d'achat aux gens, on va faire une opération, on laisse les gens débloquer de manière exceptionnelle avant la fin de l'année leur épargne salariale ou dans une limite de quelques milliers d'euros. Et donc c'est l'occasion aussi de retirer l'argent. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aussi. D'un point de vue fiscal, la libération pour ces événements-là, notamment le déblocage, ça entraîne aussi l'exonération de l'impôt. Ouais, complètement. C'est une fois que tu l'as bloqué dessus, faut bien te dire que si tu vas au bout des 5 ans, ou si tu as un cas de déblocage anticipé, tu conserves la fiscalité favorable, donc tu payes pas d'impôt. Ok. Donc quand tu dis tu payes pas d'impôt, c'est que tu payes pas d'impôt au versement, et ensuite tu le déclares, tu payes quand même de l'impôt. Tu payes rien à la sortie. Je prends un exemple. Mettons que tu touches une prime de 1000 euros brut, donc tu vas avoir, et je leur ai dit, 900 euros net de placé. Alors bien sûr, c'est placé, donc après, en fonction de la typologie de support que tu as choisi, bah tu peux gagner un peu, voilà, des intérêts, des placements, ou alors t'as eu quelque chose de très sécurisé, t'as pas gagné grand-chose. Bon, tu peux perdre aussi si t'as un déplacement à risque. Donc après, là, c'est à toi de faire tes arbitrages, mais disons que t'es neutre, t'as rien gagné dans mon premier exemple, et bah à la sortie, tu récupères tes 900 euros. Tu vas pas te payer 30% d'impôt dessus. Mettons maintenant que tes 900 euros, c'est plus 900, c'est 1000 parce que t'as généré 100 euros d'intérêt. Tu paieras de l'impôt sur les plus-values uniquement, donc sur les 100 euros que t'as fait de plus-value. Donc là, je sais plus, je crois que c'est 17 quelques pourcents, c'est les prélèvements sociaux que t'as au titre des plus-values que tu peux faire sur des placements immobiliers. D'accord, ouais, sur le gain financier finalement du placement lui-même, mais le placement, donc le montant brut de l'intéressement, lui, il est exonéré, quoi. Et les supports d'investissement, tu disais, en général, typiquement, on soumet en gros au salarié, on lui dit, voilà, t'es plutôt profil agressif, prudent, etc. Tu coches une case et ensuite, ça va dans des... Tu sais où est-ce que ça va? C'est pas standardisé, là, j'imagine, c'est le trésorier de l'entreprise qui s'occupe de ça, de te placer bon escient. Non, pas du tout. Ça se passe pas trop comme ça, c'est très réglementé. Donc en fait, c'est des banques ou des assureurs qui gèrent ça, enfin plutôt des banques d'ailleurs, qui ont des départements d'épargne salariale, voilà, ils sont spécialisés là-dedans, donc ils vont te proposer des supports, ce qu'on appelle des fonds communs de placement, des FCP voilà, que tu vas choisir. En fait, c'est pas toujours bien maîtrisé par les boîtes, et le chef d'entreprise ou le RH ou la RH qui va mettre ça en place, il s'y connaît pas forcément, donc tu vas avoir le conseiller. Je veux faire depuis pas personne, des grandes banques qui sont en face et disent voilà ce qu'on peut vous proposer comme placement, vous pouvez avoir tant de fonds. Donc ils sont obligés de proposer différentes typologies de fonds. Tu dois avoir du sécurisé. Ils ont je sais plus, t'as un classement en fonction du niveau de risque entre 1 et 5 si je dis pas de bêtises, et donc ça donne une information, quoi. Tu sais qu'en niveau 1 pas beaucoup de risques, par contre, plus tu montes, plus t'as du risque de perte en capital. Et donc les salariés, après, font leurs arbitrages sur les différents fonds communs de placement. Voilà, et après, c'est un peu à la carte, quoi, en fonction de ce que l'entreprise a négocié avec la banque. C'est est-ce que tes frais de courtage sont pris en charge par l'entreprise? Est-ce que c'est gratuit? Combien tu peux faire d'arbitrage dans l'année? Voilà, donc tu vois, ça peut être très large, donc tu peux très bien te dire, si je reprends mon exemple des 1000, tu peux placer plutôt sur un support principalement monétaire à 50%, te dire je vais placer sur de l'action ou un truc avec une grosse proportion d'action, le reste, puis voilà, tu regardes ce que ça donne. Mais c'est réglementé dans le sens où là, en fait, c'est le sourcing, c'est le fournisseur, donc le fonds lui-même, il est supervisé par l'AMF, quoi. Donc
Ouais, l'AMF et plus globalement, je crois que c'est le code le code monétaire et financier qui te prévoit que ces supports-là d'épargne salariale, tu peux pas faire n'importe quoi dessus. Tu dois proposer un certain nombre de supports. Il y aura pas des cryptos là-dedans, quoi. Ah non, pas aujourd'hui en tout cas. Je sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense que ce serait trop risqué. Je crois que le marché action, c'est ce que tu peux proposer de plus risqué. Et d'ailleurs, c'est encore plus réglementé quand tu quand tu proposes des fonds pour des percos. Dans le sens où le perco, comme c'est dans le but de te constituer finalement une retraite dans le futur, eh bien, tu peux pas non plus faire ce que tu veux dans les placements, notamment quand tu es sur ce qu'ils appellent du placement piloté, c'est-à-dire on te fait l'arbitrage, c'est pas à toi qui d'arbitrer, c'est t'as une option en pilotage automatique quelque part. Et ben en pilotage automatique, tu sais que plus ton âge de retraite approche, plus en fait, automatiquement les placements vont être plus sécurisés, parce que le but c'est que t'aies pas de perte en capital à l'approche de ta retraite. Bon, ça c'est les spécificités du PERCO. C'est quoi d'ailleurs la différence entre un PER et un PERCO ? Alors, en fait, ouais, c'est une bonne question parce que aujourd'hui, tu as 3 dispositifs de plan d'épargne retraite. Donc, il y a ce qu'on appelle le PERI ou PERIN, donc plan d'épargne retraite individuel. Donc ça, c'est ce que tu vas pouvoir ouvrir. Toi, tu vas dans une banque demain, tu peux ouvrir un plan d'épargne retraite individuel. T'as le plan d'épargne retraite obligatoire. Donc ça, c'est ce que mettent en place les boîtes. Elle t'oblige finalement à cotiser tous les mois et elle-même cotise en vue de ta retraite future. Donc c'est en plus de tes retraites sécurité sociale et Agir Carco, tu as une retraite d'entreprise obligatoire. En tout cas, tu es obligé de cotiser dessus. Et tu as les plans d'épargne retraite collectif. Et donc là, c'est des supports sur lesquels tu peux verser de manière facultative à la fois ce qui est issu de l'intéressement, de la participation et demain des primes de partage de la valeur. Mais aussi, tu peux faire des placements volontaires. Et en fait, le truc qui est un petit peu parfois compliqué à comprendre, c'est que au sein de quel que soit le dispositif que tu choisis, tu peux faire des transferts entre ces dispositifs. Et je reprends par exemple mon PERCO. En fait, tu peux faire des placements individuels. Tu peux, tu as de l'argent, tu dis, plutôt que d'ouvrir un PERIN, un plan d'épargne individuel, je vais placer de l'argent sur mon PERCO. En fait, t'as un espèce de, je sais pas comment l'appeler, mais t'as un endroit dans le PERCO qui est destiné uniquement à tes versements individuels. Et donc, du coup, ça va pas être traité comme du versement d'intéressement ou de participation. Et donc, le régime sera le même que si tu avais ouvert un plan d'épargne, un plan d'épargne retraite individuelle. Donc, et demain, si tu pars de l'entreprise et que t'es plus salarié et que tu veux transférer ce que tu avais sur ton PERCO, sur ton plan d'épargne retraite individuelle, tu peux. Mais là, cette fois-ci, ça va aller sur le côté épargne collectif, pour que ça garde bien toute la fiscalité liée aux sommes, à la provenance initiale des sommes. Donc tu vois, c'est ça qui rend le truc un peu compliqué, mais t'as des compartiments, voilà, c'est le mot, t'as des compartiments pour l'individuel, des compartiments pour le collectif, dans chaque produit. D'accord, ok. Ouais, ils ont voulu simplifier le truc, et pour le coup, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que maintenant, tu peux transférer d'un support, enfin, tu vois, d'un produit à l'autre. Mais c'est vrai que le côté, ces compartiments-là, c'est pas toujours facile à se les imaginer. Donc c'est de l'argent qui est pas accessible avant la retraite, on est d'accord, dans les deux cas. Alors, pas de déblocage, quoi. Ouais, si tu places à titre, alors, tiens, je fais un petite distinction. Si toi, tu décides de faire des versements volontaires, donc sur un plan d'épargne retraite individuel ou plan d'épargne retraite collectif, d'accord, parce que t'en as un dans le cadre de ta boîte, t'as une option. Soit tu dis, cet argent, je veux pas être imposé dessus lorsque je le verse. Et donc, dans ce cas-là, c'est cool, tu fais une économie d'impôt. Donc, si tu verses 1000 € dessus, et je raisonne dans le sens large, normalement, tu devrais être taxé à 30% sur ces sommes-là, tu fais ton économie d'impôt de 300 €. Sauf que c'est pas une économie, c'est un report d'impôt. Parce que ça sera taxé en sortie.
Ça, c'est important. Mais du coup, les gens qui mettent en place ces dispositifs communiquent beaucoup sur le truc. Oui, mais lors de votre retraite, peut-être que vous aurez un taux d'imposition plus bas, et donc vous ferez l'économie là-dessus. Ouais. On va tous bosser et faire en sorte qu'on ait un taux d'imposition qui baisse pas, parce que bon, la tranche à 30%, elle est quand même hyper large. Donc si t'es imposé au moment de ta retraite à un taux d'imposition à 30%, bah t'auras pas eu vraiment de gain. Enfin, si t'auras eu un petit gain dans le sens où ce que t'auras pas, enfin là où t'auras pas été taxé tout de suite, ça t'aura permis de générer peut-être des intérêts de placement, et donc ça t'aura rapporté un petit plus. Et si tu veux, t'as pas une grosse économie d'impôt, comme ça peut être annoncé. Là où, quand tu gagnes de l'argent avec de l'intéressement que tu places sur ton PERCO, c'est exonéré d'impôt. C'est exonéré d'impôt. C'est-à-dire que voilà, t'en paieras pas à la sortie. Si tu touches sous forme de capital, l'argent, c'est un tout petit peu différent. Si tu le touches sous forme de rente, t'auras quand même une petite imposition, mais beaucoup plus faible que si c'était du versement volontaire. C'est un dispositif un peu particulier, la rente. Tu auras quand même une petite imposition sur une partie des sommes que tu touches. Dans un court instant, on verra quelles sont ces fausses croyances liées à la fiscalité sur les dispositifs de rémunération, comment monétiser efficacement ses heures travaillées et optimiser ses frais de santé et de prévoyance. À tout de suite. Mais c'est des sujets finalement intéressants, participation et les PER, enfin PE, PR, PERCO. C'est des sujets qui peuvent être abordés aussi indépendamment, c'est-à-dire, enfin, il y a une petite transfert et une facilité et moins de frottement fiscal sur l'un, je crois, tu disais sur l'intéressement pour quand il s'alimente sur un PERCO, du coup, et un PER, il est intéressant. Mais sinon, c'est des choses qui peuvent être dans la décision d'y aller ou pas, ça peut être indépendant de l'intéressement, de la participation. D'aller sur un PERCO, oui, Ouais. Tu peux tout à fait. En fait, il y a un point sur lequel moi j'attire l'attention, c'est que si tu as un PERCO d'ouvert dans la boîte, plutôt que d'ouvrir un plan d'épargne retraite individuel, bah verse sur le PERCO en fait. Alors bon, faut regarder les supports s'ils sont intéressants ou pas. Mais en fait, l'entreprise, elle peut prendre en charge les frais de gestion. Donc ça peut être intéressant, du coup tu les économises aussi. Plutôt que de t'ouvrir un produit à titre individuel, bah profite déjà des produits d'épargne collective dont tu bénéficies, et donc tu peux placer sur ces supports-là à moindre frais, voire à frais zéro dans certains cas. Donc ça, c'est intéressant en tant que tel. Et après, au-delà de ça, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est que l'entreprise, elle peut en plus t'inciter à verser de l'argent sur ces dispositifs. Enfin, alors généralement, plus de verser ton intéressement, la participation dessus. Quoique, elle pourrait le faire aussi pour des versements individuels. C'est que elle te propose de l'abondement. C'est quoi l'abondement ? C'est de manière très schématique, hein, c'est dit, bah, c'est simple, je vais abonder à hauteur de 300% des sommes qui vont être mises de l'intéressement versé sur le PE. Tu verses 1000, je t'en verse 3000. Ok, je prends. Alors t'as des plafonds, hein, tu peux pas prévoir ça comme tu veux, mais par contre tu peux avoir des politiques d'abondement hyper intéressantes, et le régime fiscal et social il est hyper avantageux aussi, parce que du coup ça va être le même que l'intéressement. En fait, le régime de l'abondement va suivre celui de l'intéressement si c'est de l'intéressement que t'abondes, celui de la participation si t'abondes sur la participation. Et ça c'est PERCO, PER, PERI, c'est dans les deux cas quoi. PERI tu peux pas, hein, parce que PERI t'es en dehors de l'entreprise. Ouais, ok. Mais ouais, sur PERCO ou PE, ouais, tu peux faire. Ouais, ça c'est les bonnes fenêtres aussi de tir à pas louper quoi. Exactement. Et alors les boîtes communiquent généralement bien dessus, mais des fois c'est marqué, tu sais, sur un document qu'il faut aller regarder dans un drive ou dans un intranet un peu obscur. Ouais, et si tu regardes pas, en fait tu récupères pas ces sommes-là. Dommage. Parce que c'est des campagnes, ça marche par vague, c'est ça, ils ouvrent et ils ferment ces opportunités-là. Hein. Ouais, alors en fait, c'est par exercice généralement. En fait, comment ça se passe ? Ta participation, je prends le cas général, participation ou intéressement, globalement pour une boîte qui clôture ses comptes en décembre, c'est le cas de beaucoup de boîtes qui finissent leur exercice comptable sur l'année civile au 31 décembre, généralement la participation et l'intéressement, elles vont être versées avril-mai, quoi.
Et donc après, on te demande au moment où en fait tu reçois l'argent, t'as une campagne de communication en disant choisissez ce que vous voulez faire, si vous voulez percevoir ou placer. Parce que si tu veux percevoir directement les sous, bah ça doit être distribué sur ton bulletin de paye en fait. Et donc à ce moment-là, il est bien que les boîtes rappellent ce que ça génère en termes d'abondement si tu places. Et effectivement, c'est au moment où tu places que tu vas déclencher l'abondement. Ouais, Voilà, ok. donc si je me place pour 2023, vous avez l'intéressement 2023, bah sachez que l'intéressement 2023, pour rappel, il y a un abondement à hauteur de 100% des sommes que vous versez sur le PEE, donc dans la limite, je sais pas moi, de 2000, 3000 euros d'abondement, donc allez-y. Après, c'est vrai que psychologiquement, on a tendance à vouloir plus débloquer sur du PE où en fait on peut utiliser l'argent plutôt que voilà, toujours la même chose, l'utilité immédiate de l'argent versus le long terme. Mais j'imagine qu'il y a peut-être des outils de motivation aussi pour à investir sur sa retraite également et du coup des abondements plus élevés, non, sur les percos par rapport au PE. Ouais, t'as raison, il y a des boîtes qui proposent des abondements plus intéressants sur le perco. Il faut savoir, en fait, moi ce que je dis souvent, c'est que le PE, faut le voir comme un instrument d'épargne à moyen terme. Parce que finalement, avec le nombre de cas de déblocage anticipé que t'as, et 5 ans, au pire, c'est pas si long non plus, quand on parle d'épargne moyen terme. Le PERCO, faut le voir plutôt dans une approche patrimoniale, pour ta retraite, ou pour l'acquisition d'une résidence principale. Parce que l'un des rares cas de déblocage anticipé du PERCO qui est intéressant, on a d'autres, mais c'est des cas qu'on souhaite à personne, tu vois, type invalidité, décès, expiration des droits au chômage, des trucs pas cool. Eh bien, c'est l'acquisition de la résidence principale. Et donc là, ça peut être intéressant de placer dessus. Si l'abondement en plus proposé est plus intéressant, de se dire, j'y vais dans une optique plus patrimoniale et je retirerai cet argent pour l'achat d'une résidence principale, peut-être dans 10 ans. Ça, c'est quand même largement attractif pour moi. Enfin, en tout cas, je me dis, parce que là, tu vois, c'est pas un truc, c'est un événement de la vie qui est assez palpable pour les gens, tu vois. Ouais. Donc, y a pas l'idée de ça va dans une caisse noire et tu auras jamais jusqu'à tes 62 ans, tu vois. Non, et en plus, t'as une vue de ce qui se passe, si tu veux, chaque année, tu vois, quel est le montant. Après, ce qui est difficile à voir, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que ça va me rapporter en plus à la retraite? Ouais, ça c'est plus compliqué. Ouais. C'est peut-être plus compliqué. Après, contrairement à de la retraite de base, tu vois, là tu as le choix. T'es pas obligé de le percevoir sous forme de rente. Tu peux le percevoir sous forme de capital. Donc, finalement, c'est un montant que tu toucheras aussi ton départ à la retraite. Tu pourras le placer. Il y aura des intérêts de ce nouveau placement. Donc, il y a quand même des choses à faire avec. C'est quoi les choses peut-être qui sont les moins bien comprises ou les erreurs peut-être que tu peux voir dans la conception que les gens ont sur ces deux, enfin sur l'intéressement, sur les PER, PERCO en général? Moi, ce que j'ai constaté, c'est le côté est-ce que c'est vraiment intéressant de placer versus que je vais la possibilité d'avoir l'argent tout de suite. Et en fait, j'ai remarqué, et c'est très vrai pour je dis les nouvelles générations parce que ceux qui n'ont pas connu, ceux qui n'ont connu que le prélèvement de l'impôt à la source, ils raisonnent sur leur taux d'imposition à la source. Ils se disent, j'ai un taux d'imposition, un taux de prélèvement à la source de 10%. Bon, ok, je perds 10% si je décide de prendre tout de suite l'argent. Je dis, mais non, en fait. 10% c'est la moyenne. En fait, là, l'argent que je perçois en plus, ça va être intégralement imposé à 30%. Donc en fait, ta perte, elle est beaucoup plus importante que ça. Et en fait, ils font pas ce calcul-là. Ils ont pas ce réflexe de se dire, ah oui, d'accord, en fait, quand je gagne de 1000 euros en plus, maintenant, ça m'est taxé à 30%, et donc, ils perdent vraiment de l'argent à ce niveau-là. Et donc, c'est le point vraiment raisonné sur l'opportunité du placement, c'est bien regarder ce que ça va nous coûter fiscalement. Il faut pas raisonner sur notre taux de prélèvement à la source. Il faut regarder sur quel taux marginal d'imposition j'ai maintenant. Quelle est ma tranche marginale d'imposition? Et quand, de manière classique, quand on est célibataire, aujourd'hui qu'on gagne en tant que salarié plus de 40 000 euros, je te le fais dans les grandes lignes, mais c'est ça, mais globalement, t'as toutes les chances d'y être, quoi, pour les revenus que tu gagnes en plus. Donc ça va assez vite quand même, si on est cadre, 40 000 euros,
peut y être assez vite. Bon, après, bien sûr, si t'as des enfants, si t'as un conjoint, t'es pas axé ou marié et qu'il y a des revenus moins importants, bah, peut-être que ton taux d'imposition est moins important et que là, ça peut avoir du sens de récupérer l'argent tout de suite si tu préfères l'avoir et le placer comme tu le souhaites. Mais voilà. Le point numéro 1, c'est regarder vraiment les incidences fiscales parce que ça, on se plante souvent sur l'économie qu'on va faire grâce à ces placements. Super, ouais, super conseil. Et c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu les réflexions que tu peux avoir aussi dans l'investissement immobilier entre des investissements qui te ramènent des revenus récurrents, le fameux cash flow, dont tu penses que tu peux faire des miracles avec et faire de la performance, en oubliant évidemment la friction fiscale. Et puis ce qu'on appelle patrimonial, où effectivement t'es plus sur tu vas parier sur la valeur de l'appréciation du foncier, mais tu vas pas pouvoir jouir vraiment de tes revenus tout de suite. Ouais, c'est un peu marrant parce que ça rejoint un peu cette chose-là. Je voulais peut-être évoquer d'autres manières possibles de monétiser sa situation de salarié, et je pensais au temps de travail notamment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, c'est des dispositifs qui existent. Alors, certains depuis un petit paquet d'années, on en parle peu, et d'autres qui ont fait leur retour il y a 2 ans. En fait, quand tu travailles, tu peux être... je reviens un peu dans la technique du droit social. Soit tu es à l'horaire, soit tu es en forfait jour. Globalement. Alors, beaucoup de cadres, un cadre sur 2 est en forfait jour, et le reste est à l'horaire. Donc... quand on est à l'horaire, on travaille pas forcément 35 heures, on peut travailler davantage, et les heures qu'on travaille au-delà de 35 heures peuvent être soit rémunérées, soit compensées par des RTT. Donc tu récupères finalement les heures que tu fais en plus sous forme de compensation en temps. Et ces RTT, maintenant, ils peuvent être, depuis 2022, monétisés. Et c'est intéressant pour 2 raisons. La première raison, c'est que tu préserves la majoration que tu devrais avoir si tu faisais des heures sup. Donc, globalement, c'est au moins 10%, mais dans la plupart des boîtes, c'est 25% de majoration. Et t'es pas imposé dessus. Donc, t'es complètement... cette journée, par exemple, tu décides de dire « Ah, j'ai un RTT que je peux pas prendre, et puis en plus, je veux que je bosse. » Bah, ok, je le monétise. Alors, faut l'accord de l'entreprise. C'est bien plus intéressant de le faire en monétisation directe que de le placer sur ce qu'on appelle un compte épargne-temps, un CET. Parce que si tu places ton RTT sur ton CET, et que tu le monétises après parce que le CET te permet de le monétiser, là, à ce moment-là, le dispositif, pas du tout le même. Parce qu'en fait, c'est considéré comme du salaire. Donc c'est non seulement t'as pas de majoration, et en plus, tu payes de l'impôt et des charges sociales plein pot. Alors que si tu monétises ton RTT directement, tu vas juste payer de la CSG-CRDS, tu seras aussi exonéré de cotisation retraite, et tu économises de l'impôt, et tu prends ta majoration. Donc ça fait quand même un gros différentiel, donc ça c'est hyper attractif. Alors, petite précision quand même, c'est que sur certains, le CET, c'est un dispositif qui est vraiment négocié de boîte à boîte, donc sur certains CET, tu peux quand même avoir un intérêt ou un petit abondement de l'entreprise si t'épargnes tes jours, donc qui peut améliorer la comparaison. Mais il n'en reste pas moins que tu payes de l'impôt dessus si tu te fais payer ces jours-là via du CET. L'autre point, c'est donc petite précision, ça c'est un dispositif qui n'est que temporaire. Donc je crois qu'il doit s'achever fin 2025. Ils l'ont mis en place en mode crise de pouvoir d'achat à l'été 2022. Donc on veut laisser aux gens la possibilité d'augmenter leur pouvoir d'achat. Donc ils ont des RTT qu'ils peuvent pas prendre, s'intéressent les boîtes, que les gens travaillent plus, on les monétise, on incite les gens à le faire, c'est du gain de pouvoir d'achat en plus, on défiscalise, c'est super. Mais ça durera pas longtemps. L'autre point pour les cadres au forfait jour, là qui pour le coup est intéressant et qui est pas temporaire, parce qu'en fait c'est quelque chose qui existe depuis 2008, c'est que un cadre au forfait jour, il doit bosser normalement un certain nombre de jours par an, donc en moyenne c'est 200, au maximum 218. T'as des conventions collectives ou des boîtes qui disent c'est 210, 215. Mais la barrière légale c'est 218, et en fait au-delà de 218 jours, tu peux travailler en plus de 218 jours. C'est-à-dire tu peux renoncer à des jours de repos. Normalement, tu as des jours de repos
qu'on appelle aussi RTT à tort, des jours de repos de tes forfaits jours. Mais tu peux te dire, bah, moi, je vais travailler plus de 210 jours cette année, je vais travailler, je sais pas, 10 jours de plus. Ces jours, faut pas faire d'erreur, hein. Faut se les faire payer. Faut se les faire payer. Parce qu'il y a des gens, ils travaillent plus, mais ils se font pas payer ces jours-là. Donc, s'ils sont pas épargnés sur un CET, ils doivent être payés ces jours faits en plus, parce qu'en fait, il y a un renoncement au repos qu'on peut pas prendre. Et donc, là aussi, il y a un avantage fiscal, puisque ces jours-là sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an, donc c'est pas mal aussi. Mais il faut les négocier, que tu dis que du coup, il n'y a pas vraiment un système qui te permet de prouver que tu les as. Ouais, ça doit quoi. se faire d'un commun accord avec l'entreprise, et pour bien faire les choses, normalement, tu dois même signer chaque année un avenant prévoyant le nombre de jours que tu vas faire en plus de ton forfait. Donc, si je reprends un exemple, si au lieu de 218 jours, tu dois faire 228 jours, tu signes un petit avenant en disant que cette année tu renonces à 10 jours de repos puisque tu vas travailler 10 jours en plus, mais ça doit être payé avec une majoration minimum là aussi de 10%. Tu as certaines boîtes, certaines conventions collectives qui prévoient davantage. Et tu as aussi une exonération partielle de charges sociales, notamment retraite. Donc au final, ce jour-là, bosser en plus, il te rapporte vraiment beaucoup plus qu'un jour de travail ordinaire. Donc, ça peut faire la diff, si je puis dire, de travailler. Tu sais, c'est un petit peu le vieux slogan de Nicolas Sarkozy, le travailler plus pour gagner plus. Mais en fait, l'idée, c'était de se dire, on va mettre en place un régime fiscal et un régime social hyper attractif pour ceux qui travaillent plus que voilà, telle durée. Enfin, c'est sur les heures sup, t'as le même système aujourd'hui. Donc voilà, les boîtes qui mettent ça en place, s'il y a des salariés qui ont envie de jouer le jeu, tu vois, ce milestone en plus, c'est quelques jours en plus, ils peuvent vraiment te faire une petite cagnotte sympathique, surtout que si tu cadres forfait jour, là aussi pareil, t'es certainement sur une tranche marginale d'imposition de 30%, donc ton économie d'impôt dessus, elle va être quand même assez appréciable, et donc tu vas avoir la différence sur ces jours qui vont être payés en plus. Et voilà, ça existe. Et autre petit point complémentaire qu'on peut citer, c'est que tu peux aussi épargner les jours de repos que tu prends pas, une partie de tes congés et jours de RTT ou repos sur ton PERCO. Ça, c'est un dispositif qui est pas très connu, mais si ta boîte a un PERCO, tu peux épargner les jours que tu prendras pas, ou les perdre aussi parfois, sur ton PERCO, et là, c'est monétisé. L'avantage de cette astuce, c'est que tu économises un peu de cotisation sociale et surtout, tu économises de l'impôt dessus. Ouais, ça va direct, quoi. Il n'y a pas de sortie, donc il n'y a pas de friction, quoi. Exactement. Je sais pas si un jour travaillé, si tu prenais ce jour-là, ça te rapporterait 200 €, il te le monétise et en fait, il te le verse. Ça vient alimenter ton PERCO. Et tu seras pas imposé dessus. Même. Ouais, c'est un petit outil. Quand je dis petit, c'est que je pense pas que ça fasse une énorme différence. Là, on parlait des intéressements notamment, donc relativement, je pense que c'est moindre en relatif, mais qui peut quand même sur la durée être intéressante à considérer, quoi. Tu vois, ce que je pense, c'est toujours, faut regarder les trucs dans l'ensemble, aller piocher à droite, à gauche, et en fait, tous ces petits trucs mis bout à bout, en fait, ça fait des sommes, ça fait des trucs avantageux. Et franchement, en termes de fiscalité sur les dispositifs là, d'épargne salariale, je crois qu'il y a pas mieux aujourd'hui. Enfin, j'ai pas trouvé des régimes plus intéressants. C'est hyper avantageux. L'intéressant, la participation bloquée, c'est zéro, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de choses qui te permettent d'avoir ça sur des sommes aussi importantes. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, si dans des petites structures que tu veux un petit peu bricoler pour te dire, tous les gens, tu veux bien les payer parce que, et tu prévois que de verser 25% de leur rémunération sous forme d'intéressement et de participation, tu vois, ça peut faire des belles sommes. Complètement exonérées d'impôts. Les banques, elles fonctionnent beaucoup comme ça. Elles ont des politiques où elles peuvent te payer 20%, 25% de ton salaire sous forme d'intéressement de participation. Ah, c'est cool. Il y a d'autres outils de monétisation, peut-être dans des cas spéciaux en fonction du type d'entreprise qui sont intéressants de mentionner, tu penses? Donc là, je veux dire, ça dépend un petit peu de la taille de la boîte, de son ancienneté aussi, mais je peux te citer globalement 2 dispositifs qui sont pas hyper développés pour le moment, mais ça pourrait changer.
Parce que en novembre dernier, on a eu une loi relative justement au partage de la valeur qui a créé des dispositifs nouveaux pour mieux inciter les boîtes à partager le fruit des résultats et de faciliter aussi l'accès aux actions de l'entreprise, au capital de l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qui existe, ce qui est bien connu, ce qui existe et qui peut être bien déployé, c'est deux types. Dans l'univers tech, startup, on parle beaucoup des BSPCE. C'est quelque chose hyper vendu, BSPCE. BSPCE pour bon de souscription aux parts de créateurs d'entreprise. Le mécanisme, je l'explique en deux mots, il est assez simple. C'est on va octroyer aux salariés des bons, et ces bons, en fait, c'est un droit d'acheter une action de l'entreprise à un horizon de temps déterminé. Donc globalement, si je te donne 100 bons, ça va te permettre de les transformer en actions à la fin de ce qu'on appelle la période de vesting, c'est-à-dire au bout d'une période de temps que j'ai définie. Et cette période définit le temps que tu dois rester dans l'entreprise pour pouvoir effectivement exercer tes actions, exercer tes bons et donc les transformer en actions. Et l'intérêt de ce dispositif, c'est que au moment où tu exerces, tu vas acheter non pas au prix de l'action de l'entreprise qu'elle vaut au moment T, mais au prix qu'elle valait au moment où on t'a remis les bons. Donc c'est pour se dire, on distribue, c'est hyper incitatif pour dire, faut que la boîte cartonne, parce que si la boîte cartonne, elle aura une meilleure valorisation qu'aujourd'hui, donc toi t'es bon, ils auront fait fois je sais pas combien, et donc c'est ça l'intérêt. Donc si je te prends mon exemple là, si au moment où on te les donne, chaque bon vaut 10 € et que 3 ans après, chaque bon en vaut 100, fait 90 € de plus-value par bon. Donc au moment où tu vas convertir tes bons en actions, tu vas te retrouver avec des actions de la boîte qui valent 100. Et donc tu as déjà une plus-value potentielle de 90. Et donc si tu revends un événement de liquidité à ce moment-là, t'empoches la plus-value 90. Et là, flat tax, 30% dessus. Bon, c'est pas mal. Ouais, c'est du private equity pour la boîte dans laquelle on bosse, quoi. Exactement. Ouais. Mais c'est hyper intéressant dans le sens où ça coûte pas grand-chose à la boîte de mettre ça en place, puisqu'en fait, au final, tu dois payer les avocats et un peu l'ingénierie de mise en place. Une fois que c'est mis en place, si tu veux, elle doit pas payer d'argent particulièrement pour émettre ça. Donc c'est hyper avantageux. Il y a peu de coûts fixes au démarrage, quoi, c'est ça que tu dis, quoi, en fait. Ouais. Okay. Bon, par contre, après, le risque pour le salarié, c'est de te dire, mais est-ce que je vais voir un jour un événement de liquidité, est-ce que la boîte elle va cartonner? Donc, c'est pas certain, quoi. Mais il injecte pas, quoi. Il peut injecter aussi pour. Non, il peut pas. Il peut à partir du moment où il peut les exercer. Ouais. Ok. Donc en fait, son risque, il veut bien le porter à partir du moment où il va exercer. Mais en pratique, en fait, les gens n'exercent pas tant qu'ils ne voient pas de fenêtre aussi de revente. Donc en fait, tu as beaucoup d'achats-reventes qui se font. Le cas où en fait il va supporter le risque, c'est il se dit il quitte la boîte, il veut les exercer parce que la boîte te laisse la possibilité. Là, ça dépend de chaque plan de BSPCE, mais un plan peut tout à fait te laisser l'opportunité d'exercer quand tu pars et tu gardes les actions jusqu'à ce qu'un jour tu puisses revendre. Bon, c'est possible. Tu as des boîtes qui veulent pas que les gens qui sont partis aient ce type de dispositif, parce qu'ils veulent que l'actionnariat reste dans la boîte. Faut savoir que tu as 10 ans maximum pour exercer les BSPCE avant qu'ils deviennent caducs. Donc, tu vois, ça te laisse quand même un horizon de temps relativement grand. Quand tu vois les startups, ça va assez vite aujourd'hui. Donc, tu peux te dire que dans 6 ans, si la boîte a bien cartonné, tu les revends et tu as pu faire une plus-value. Pour ceux qui sont arrivés tôt, dans des boîtes qui sont devenues des licornes et qui ont distribué des BSPCE, ils ont dû prendre des sommes assez intéressantes. J'ai eu quelques histoires de gens qui ont eu plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros via ces mécanismes-là. Donc, bon. Ça marche bien, c'est cool. Ouais. C'est du labeur bien rémunéré, quoi. C'est ça. Ça remercie le fait que t'aies cru dans la boîte au départ, quand elle valait pas grand-chose, t'es arrivé dans les 10 premiers, tu vois.
Donc ça, c'est sympa. Pour les plus grosses structures, bah, tu as effectivement ce qu'on appelle les actions gratuites. Donc là, le schéma, il est un peu différent dans le sens où l'entreprise va octroyer une action, donc ça va lui coûter un petit peu. Pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais tu vas là aussi avoir généralement une période de détention. Tu peux pas, j'allais dire, bénéficier tout de suite de l'action. Il va falloir que tu restes un certain temps. C'est ce qui est prévu dans le plan, généralement. Tu dois l'avoir pendant 2-3 ans. Après, tu vas la récupérer effectivement. Et alors, la fiscalité là est avantageuse sur le côté gratuit de l'action, parce que tu bénéficies effectivement d'un avantage entre une action, j'en sais rien, elle vaut 20, et toi, tu l'as récupérée pour 0, elle t'est attribuée gratuitement, donc tu seras taxé en revente à la sortie là-dessus, mais assez faiblement. Et après, tu auras une taxation qui sera sur la plus-value après. Tu vois, si elle évalue et qu'au moment où tu la cèdes, je sais pas, elle est à 30, il y a aussi la fiscalité qui s'appliquera, la fiscalité classique qu'on connaît aujourd'hui quand tu places en bourse. Faut savoir, alors là, je pourrais pas te faire un plan complet dessus, mais qu'il y a toute une ingénierie qui peut se mettre en place pour bénéficier d'actions à des prix préférentiels via le PE. Et de bénéficier aussi, via ce mécanisme-là, du coup, d'une fiscalité hyper intéressante aussi. Donc ça, c'est les grosses boîtes qui maîtrisent ces dispositifs-là. Mais si vous êtes dans une grosse boîte, enfin ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, sont dans une grosse boîte qui est probablement une boîte cotée, faut regarder ce qui se passe là-dessus, parce que il est possible, il y a de l'intéressement de la participation, d'acheter des actions de l'entreprise via le PE. Et là, on peut avoir une boucle en termes de fiscalité hyper avantageuse. Bon, avec une prise de risque quand même, mais parce qu'en fait, ça reprend le mécanisme qu'on avait vu qui était avantageux du PE, et en plus ça le dope parce que en termes de support, on n'est plus sur du fonds commun de placement, on est sur l'action dans lequel de la boîte. Donc ça peut être plus-value éventuellement, ou même dividende, tu vois. Ça peut être Exactement. Et en fait, généralement, ce que les boîtes font, c'est, alors là, tu la payes quand même un petit peu. Je crois que forcément, tu la payes un petit peu, mais du coup, ils te permettent, par exemple, ton intéressement, t'arrives à acheter des actions à un prix préférentiel. T'as quand même une décote par rapport au prix du marché. Ouais. Ça vaut le coup aussi. Donc ça se regarde. Ouais, ça se regarde, c'est clair. C'est clair. Non, super. Et je voulais peut-être terminer sur un autre aspect. À moins qu'il y ait d'autres choses aussi, peut-être, qui sont intéressantes à regarder quand on est dans une entreprise. Mais je voulais peut-être venir sur le terrain de la prévoyance aussi, qui est un petit peu lui, un petit canard. On regarde assez peu ces choses-là, mais qui peut être intéressante aussi. Par rapport à juste si t'es pas dans la structure. Tu vas toujours comparer, en fait, dans un système où t'es indépendant versus t'es dans une boîte, quoi. Ouais, ça c'est un truc qu'on regarde jamais, les frais de santé et la prévoyance. Donc, on parle de mutuelles d'entreprise et de prévoyance. D'ailleurs, la prévoyance, pas grand monde sait ce que c'est dans les boîtes. Quand t'arrives, ils te disent ouais, faut signer un document, ou si t'arrive un truc, tu désignes la personne qui va recevoir les sous. Ok. Super. Mais en fait, t'as des trucs assez ouf en fait qui sont mis en place par les boîtes, et tu t'en rends compte surtout quand tu dois le faire toi-même quand t'es pas dans une entreprise. C'est que une prévoyance, donc pour le faire simple, c'est je classe deux sujets que je trouve intéressants à évoquer. Donc la mutuelle d'entreprise, j'en parlerai après, et la prévoyance. Quand je parle de prévoyance, je parle donc d'assurance décès, invalidité, ou en fait longue maladie. Je sais pas, par exemple un cancer, un arrêt d'1 an, tu vois. La prévoyance, elle va avoir pour objectif de maintenir ton salaire à un certain niveau. Parfois, t'as très bons accords de prévoyance, ce sera quasiment 100% du net. D'autres, ce sera un petit peu moins, 80%. Ça varie en fonction des boîtes et des accords. Mais c'est un truc hyper appréciable parce que faut quand même savoir que la sécurité sociale, elle te paye pas à hauteur de tout ça. Si t'es cadre, tu peux avoir un bon niveau de salaire. Faut savoir que les indemnités journalières de sécurité sociale, c'est 50% de ton salaire moyen, mais limité à 1,8 fois le SMIC. Donc tu vois, si tu t'es à une rémunération quasiment de 3 fois le SMIC, 50%,
de 1,8 fois SMIC, bon, voilà, tu fais le delta, t'as une grosse baisse de ton niveau de vie. Là où la prévoyance peut complètement combler le gap. Donc ça, c'est un point important. Les capitaux, alors on le souhaite à personne, bien évidemment, mais tu peux avoir un capital d'essai, une rente d'éducation des enfants hyper conséquente pour le conjoint pour à la fois donc capital d'essai versé au conjoint survivant et les rentes d'éducation jusqu'à la majorité, voire jusqu'à la fin des études supérieures pour les enfants. Ça, c'est des trucs hyper importants, quoi, parce que si un jour, malheureusement, ça se produit, d'avoir ce filet de sécurité, c'est top, parce que la sécurité sociale ne te verse pas du tout ça. Si tu l'as pas... Donc, il faut jeter un œil de manière vraiment fouillée, parce que la boîte remet des docs, donc savoir exactement ce que ça contient, ce que ça représente. Et moi, il y a un exercice que je fais systématiquement, c'est que je regarde le montant de prévoyance, notamment le capital d'essai. Si le montant est conséquent, et que par exemple, j'ai un prêt immobilier à côté, je me dis, ok, je vais peut-être pas me mettre au taquet des assurances sur le prêt immobilier, parce que je sais que s'il m'arrive un truc, le montant du capital versé va me permettre de rembourser une grosse partie du capital restant dû sur le bien. Donc du coup, l'assurance sur le bien immobilier, je vais me dire, je vais pas le mettre à 100%, je vais peut-être le mettre à 80 ou 70% en fonction de ce qu'accepte la banque, mais tu fais des économies comme ça. Là, si t'es bien couvert d'un côté, ça sert à rien d'avoir, sauf si tu le veux, mais de payer une couverture très chère de l'autre. Surtout, si tu l'as pas choisi, si c'était pas ton souhait, faut pas payer double, quoi. Donc, si ta boîte t'offre un truc top en matière de garantie en capital d'essai, les autres contrats que t'as, notamment, je pense souvent au prêt immobilier, puisque ça coûte assez cher l'assurance là-dessus, ça vaut peut-être pas le coup de te mettre à 100% dessus. Donc t'as des choses comme ça à savoir. Et ça, j'imagine, c'est pas un truc que le banquier qui fait ton prêt va regarder si tu lui mets pas sous le nez, quoi. Ah, mais ça, c'est clair que il y a intérêt à ce que tu payes le maximum. En plus, tu sais, il te propose l'assurance maison qui est déjà plus chère que le marché si tu allais regarder ce qu'un courtier ou qu'un site de comparateur pourrait te proposer. Donc ça, c'est un point. Et ce que je voulais évoquer aussi, c'est mutuelle. On le sait peu, mais en fait, les mutuelles d'entreprise, elles sont hyper favorables par rapport à si tu te couvres en tant qu'indépendant. Il y a un truc, c'est que pour un même niveau de garantie, si tu devais te payer ça tout seul, tu pourrais en avoir pour 50% de plus, voire plus encore. Parce que dans un régime d'entreprise, tu bénéficies de ce qu'on appelle du caractère collectif du régime. Et donc, quand tu dis, moi je couvre 200 personnes, l'assureur, il répartit son risque, quoi. Donc, derrière, c'est pas du tout la même chose que si tu te le payes tout seul. Et surtout, la notion d'âge, elle est complètement diluée. Alors que quand tu te couvres tout seul, c'est facilement, en fonction de ton âge, tu vas payer beaucoup plus cher, quoi. Plus tu avances en âge, plus les risques sont élevés, donc plus tu payes cher. Enfin, je vois... des questions comme ça, les parents qui payaient maintenant en assurance santé, c'est démentiel ce que ça coûte par mois si tu veux garder des bons niveaux d'assurance. Donc ça, c'est un point. Faut pas hésiter à se dire, si on a un conjoint qui est indépendant, par exemple, et que l'autre est salarié, à se dire si c'est possible de le faire, d'avoir un régime, couvrir toute la famille sur le régime de l'entreprise. Et comme ça, t'as pas à dépenser des sommes folles en tant qu'indépendant pour te couvrir. Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être... tout ça, c'est standardisé ou est-ce qu'il y a vraiment des choses... des grosses variations en termes de prestations d'une boîte à l'autre, en fait? Ouais, c'est complètement variable d'une boîte à l'autre. En fait, ce qui est standard, c'est que toutes les boîtes sont dans l'obligation de te proposer une base en termes de couverture santé. Ça, la loi leur impose d'avoir ce qu'ils appellent un panier de soins de base. Ça va consister à te rembourser l'optique à au moins tant de pourcents, le dentaire au moins de tant de pourcents, la médecine générale au moins de tant de pourcents, ok. Donc ça, toutes les boîtes doivent le prévoir. Si elles ne prévoient que le légal, ça va pas non plus être fantastique. T'as les conventions collectives qui peuvent te dire, par exemple, on sait rien, moi, dans la métallurgie, on va prévoir des garanties plus élevées, dans la banque, on va prévoir des garanties plus élevées. Donc là, déjà, ils te mettent un niveau seuil généralement plus élevé que le légal, donc ça peut être pas mal. Et après, la boîte, elle peut bien sûr encore faire mieux.
Elle peut pas faire moins bien que ce que sa convention collective lui impose, mais elle peut faire mieux. Et moi, j'ai vu des boîtes qui proposaient des choses absolument ouf en termes de frais de santé. Tout dépend après de ce que ça te coûte. Parce que là aussi, d'une boîte à l'autre, ça peut varier. Certaines entreprises vont prendre en charge à 100% les frais de santé. D'autres laissent une part à la charge du salarié. Tu ne peux pas prendre moins, enfin une boîte peut pas prendre moins que 50% du coût de la mutuelle. Donc c'est déjà une bonne chose, mais tu vois, pour l'avoir vu, des boîtes qui aiment bien laisser une partie à la charge du salarié, parce que quand le salarié ne paye plus rien, il se rend plus compte que une consommation déraisonnable a des conséquences financières. Et donc si lui, derrière, il voit pas sa cotisation un peu augmenter, et il peut faire un peu n'importe quoi aussi, et du coup, pour l'entreprise, c'est plus tenable, quoi. Ouais, c'est clair. Et tout ça s'arrête vraiment s'évanouit complètement à partir du moment où tu démissionnes, ou tu te fais même licencier, ou est-ce qu'il y a des ponts qui existent après? Alors, il y a des ponts. Depuis quelques années maintenant, je crois 2016, si ma mémoire est bonne, en fait, t'as ce qu'on appelle la portabilité. Donc, quand tu te retrouves au chômage, il faut que tu sois au chômage, donc que tu aies quitté ton entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement. Tant que tu es inscrit à Pôle emploi et pour une durée maximum d'1 an, tu vas bénéficier d'une portabilité qui te coûtera rien. Donc, tu continueras à avoir la mutuelle de ta boîte. Alors, le seul petit bémol, c'est que en fait, les 1 an, c'est à condition que tu aies au moins passé 1 an dans la boîte. Tu vois, sinon, c'est à proportion du temps que tu as passé. Si tu as passé 6 mois, ce sera 6 mois maximum, etc. Et donc ça te permet d'être un peu... tu vois, je sais pas, tu veux te mettre à ton compte et t'es au chômage pendant ce temps-là. Pendant 1 an, t'as ta mutuelle de payer par ta précédente boîte, finalement. Et tu continues de bénéficier des garanties. Tu pars en retraite, c'est pareil, tu bénéficies d'une portabilité aussi possible, ou en tout cas de la possibilité de souscrire. Alors, c'est pas exactement une portabilité, mais tu vas pouvoir bénéficier des tarifs et des garanties sous certaines conditions, et après en fait ça va être revalorisé progressivement. Tu vas pouvoir en bénéficier, je crois, pendant 3 années à des tarifs plus préférentiels que le marché, sans que ce soit exactement les tarifs de la boîte. Et après, hormis ces cas-là, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que c'est frais de santé soi-même. Faut qu'il y ait une certaine logique derrière tout ça aussi, ouais. Sinon exactement. On peut avoir le meilleur de tous les mondes, quoi. C'est clair. Super. Mais donc du coup, il faut le regarder. Faut pas hésiter à poser des questions, même si des fois il sèche un petit peu au recrutement, à voir ce qu'il y a derrière la politique frais de santé de la boîte, quoi. Mais j'ai l'impression, au filigrane en fait, en fil de conducteur un petit peu de notre discussion, j'ai l'impression que c'est un petit peu le conseil aussi que je retire, c'est qu'en fait, c'est quelques points dont qu'on a mentionné, juste poser la question ouvertement à son DRH ou à son voilà. Qu'est-ce que la boîte a prévu pour ça et ça? Et déjà, tu récoltes pas mal d'infos, quoi. Ouais, exactement. Et notamment tout ce qui est intéressement, participation, c'est des choses qui dépendent des résultats de l'entreprise. Donc t'auras peut-être le petit tour de claquette en te disant mais on peut pas vous dire parce que ah oui, confidentialité et tout ça, quoi. Non, pas forcément confidentialité, mais on dira mais on peut pas s'engager sur ce que ça sera. Par contre, on peut poser la question, ok, mais dites-moi, c'était quoi les 3 dernières années? Et c'est quoi, en fait, la tendance des résultats que l'entreprise prévoit de faire? Est-ce qu'on est sur un trend qui nous permettrait d'envisager la même chose? Ah, si les recruteurs sont un peu malins et qui veulent attirer la personne, ils ont quand même intérêt à savoir donner ces informations-là. Si on ne les donne pas, bon, c'est un peu dommage. C'est pas de bon vendeur. Ah ouais, c'est cool. Il y a un truc qu'on a oublié peut-être sur ces thèmes. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est assez spécifique. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de criant qu'on aurait peut-être oublié sur la conversation, tu penses, sur ces thèmes-là, en fait, aujourd'hui, Vincent? Non, après, il y a un élément qu'il faut pas oublier de valoriser, c'est tous les petits à côté que la boîte peut proposer, qui sont du salaire, en fait, c'est de la rémunération en plus, et souvent pas imposable. Alors, ça fait un peu vendeur de tapis parfois quand la boîte le valorise, mais pour le coup, c'est des sous qu'il faut pas mettre de côté. Aujourd'hui, on parle beaucoup de FlexBen, c'est des cagnottes qu'on va verser aux salariés qui te permettent de payer classiquement des tickets resto, mais aussi des chèques culture,
Tu vois, chèque culture, ça te permet de te payer ton abonnement Netflix, Amazon, Prime, ou je sais pas, Canal+, série, je veux faire de pub à personne, mais voilà, ou les plateformes de streaming type Deezer ou Spotify. Donc tu vois, tu peux utiliser cet argent, c'est pas imposé, c'est une petite cagnotte qu'on te verse, c'est cool de l'avoir en plus. Tu peux aussi avoir des dispositifs type chèque CESU, préfinancé par la boîte, qui te permettent de financer de l'aide, ou tu vois, si tu as des enfants, des cours du soir, qui peuvent te permettre de financer l'aide ménagère, etc. Donc ça, c'est des petites choses qui, mis bout à bout, peuvent représenter vite un petit mois de salaire, ça dépend combien tu gagnes, mais réparti sur l'année, c'est des choses qui, mis bout à bout, font de l'argent. Donc faut pas les mettre de côté complètement, faut regarder ce que ça représente et voir ce que ça t'apporte ton pouvoir d'achat en plus, parce que ça aussi, c'est les quelques exemples que j'ai cités, et on pourra en citer d'autres, c'est du net d'impôt. Donc du coup, voilà, c'est autant d'argent que t'as pas à décaisser après, quoi. Et donc qui peuvent être utiles. Donc moi, le conseil que je donne, généralement, c'est raisonner en package global. Ne vous arrêtez pas juste à la proposition de salaire brut. Regardez vraiment tous les avantages que l'entreprise propose, mais j'irais même plus loin, c'est même dans les conditions de travail. Tu vois, si tu peux faire effectivement du télétravail, avec en plus tu as des indemnités de télétravail journalières, on te rembourse l'électricité, à la connexion internet, c'est cool parce que c'est du carburant si tu as une voiture que t'as pas à sortir aussi pour aller travailler. Enfin, tu vois, faut le regarder au sens large, parce que quand on met tout ça bout à bout, l'économie financière, elle est là, quoi. Ou alors tes capacités de placement, tu peux avoir des trucs hyper avantageux. Ouais, complètement, parce que dans tout ce on va dire, dans tout ce qui nous coûte, ou qu'on peut gagner, il y a l'argent, son nom attribution dont on parlait, mais il y a effectivement l'énergie, la charge mentale, le temps, tout ça aussi, ça en fait partie aussi. Et ouais, une vue holistique là-dessus, c'est vrai que je suis vachement conquis par ce que tu dis. Je pense que c'est malin, quoi. Ouais, on s'en rend compte quand on doit payer tout même après. C'était pas mal, ça, en fait. Ouais. Si on a tout en ordre de bataille, on est quand même bien mieux pour pouvoir justement investir, justement se projeter, entreprendre aussi. Pourquoi pas en side business à côté. Ouais. Ouais, c'est ce que je dis. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le meilleur combo en termes financiers, c'est de réussir à avoir du salariat plus un side business à côté. Ça, on réunit vraiment le meilleur des deux mondes. Là, tu peux, sur ton side business, être sur l'auto-entreprise et bénéficier à mort de ce régime-là, parce que tu vois, tu peux aller taper des seuils assez hauts et garder en fait tous les avantages de ton salariat à côté. Si tu arrives à faire les deux en même temps, je trouve que c'est vraiment hyper puissant sur les régimes dont tu peux bénéficier. Et je pense que c'est aussi une manière, tu vois, à titre individuel, de bien s'épanouir en ayant un truc un peu peut-être plus passion qui nous fait triper à titre personnel, et puis le job, l'aventure plus collective. Donc voilà, s'il y a des gens que ça tente, moi c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment un truc qui est vraiment intéressant sur tous ces aspects-là. Ouais, je te remercie. Je pense que ça va en inspirer plus d'un et plus d'une qui nous écoute. Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais évoquer sur ces sujets, parce que c'est vrai que c'est des choses dont on entend assez peu parler, qui sont dont il n'y a pas d'informations claires et organisées et centralisées, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. C'est quoi tes références? Sans me faire de pub, moi j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, du coup sur LinkedIn notamment, où j'essaye de vraiment expliquer tout ça avec des thématiques, infographies et exemples chiffrés en main. On en parle beaucoup donc sur Snowball. Moi j'écris 2 articles par mois avec des thématiques de fond où je vais illustrer très concrètement qu'est-ce que ça rapporte, telle thématique, pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'on doit regarder. Donc voilà, ça, c'est dans l'univers Snowball. On est en abonnement, je sais plus à combien on est, à 9€ par mois aujourd'hui. C'est toute la galaxie Snowball qui est accessible. Après, si on veut creuser les sujets, de toute façon, toutes les boîtes ayant leurs pratiques particulières, et à un moment donné, il faut aller réclamer la doc.
notamment, tu vois, sur l'épargne salariale. Normalement, chaque boîte doit avoir un livret d'épargne salariale à disposition des collaborateurs, donc pas hésiter à les demander ou aller les chercher sur les intranets et aller fouiller. Moi, ce que je trouve de pas mal fait aujourd'hui, et comme ressource fiable, il y a ce qu'on appelle le code du travail numérique. Alors, ça n'a rien à voir avec un code du travail que tu vas regarder article par article. C'est vraiment toutes tes thématiques. Par barre de recherche, c'est derrière, c'est l'État, hein, donc c'est des trucs très sérieux. Et je trouve que l'accès et l'information qui est mis dedans, elle est beaucoup plus digeste aujourd'hui comme ça. Donc j'encourage aussi. Elle est faite pour les salariés en fait, hein, aussi pour que les gens aillent dessus. Mais l'outil est très peu connu. Et déjà, en allant prendre tous ces aspects-là, ça permet d'avoir une meilleure visibilité de ces sujets. Mais il n'y a pas aujourd'hui, je dois t'avouer, moi j'ai beaucoup cherché, il n'y a pas un truc parfait que j'ai trouvé aujourd'hui, donc c'est pour ça que je communique beaucoup dessus et que j'écris des articles pour que sensibiliser un maximum le grand public et les entreprises, puisque tu vois, c'est les deux versants d'une même pièce. Je pense que les boîtes doivent mieux communiquer et elles-mêmes mieux connaître ce qu'elles peuvent mettre en place. Parce que parfois, elles savent juste pas comment intéresser leurs salariés. Et les gens, doivent continuer à se documenter et comprendre tout l'intérêt parfois que des dispositifs que les boîtes mettent à leur disposition. Il y a du boulot, hein. Il y a une montée en compétences là, je pense, dans les deux cas, entreprise et épargnant. Donc c'est cool que tu occupes cet espace-là qui est encore un peu, comme tu dis, un peu vide. Ouais, et il n'y a pas de secret, hein. Faut se plonger un petit peu dedans et c'est en si intéressant qu'on comprendra encore plus. Et d'ailleurs, c'est pas parce que l'entreprise ne possède pas aujourd'hui certains dispositifs qu'on a pu évoquer qu'on peut pas émettre l'idée. Je pense aux gens qui sont dans des petites boîtes, s'ils discutent pas mal avec le chef d'entreprise ou si c'est le chef d'entreprise lui-même, peut-être que ça l'inspirera. Il y a des choses à penser comme ça qui sont pas si compliquées que ça à mettre en place. C'est juste que le côté administratif juridique fait vite peur, mais franchement l'intérêt financier vaut le coup. Excellent. Est-ce que les gens peuvent te contacter par un canal en priorité ? Ouais, le plus simple, c'est LinkedIn aujourd'hui. Donc, Vincent Hagen-Bourget sur LinkedIn, je suis assez facilement identifiable. N'hésite pas, j'essaye de répondre à tous les messages, vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Super. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Paco. À très bientôt. Un plaisir. Merci. À Salut. très bientôt. Ciao.